On commence par remercier tout le staff de la STGO de nous avoir invités pour traiter ce sujet, les hyper-répondeuses. Et donc, je vais commencer par définir c'est quoi les hyper-répondeuses. Donc, plusieurs équipes se sont mis d'accord qu'on parle d'une hyper-répondeuse devant des taux de stradiolémie qui dépassent les 3000 picogrammes par ml, avec des écarts entre 1500 et 6000, et ou un nombre de follicules qui dépasse les 20 follicules dans les deux ovaires le jour du déclenchement. Une grande proportion de ces hyper-répondeuses concerne les patientes avec des ovaires polykystiques et on a plus d'exposition au risque d'hyperstimulation ovarienne avec des taux d'hyperstimulation qui varient entre 1 et 10% au cours d'une FIV, dont 0,5 à 2% qualifiés de sévères. Le pronostic vital est généralement engagé vu le risque thrombotique, l'hypovolémie et les épanchements au niveau de séreuses suite à cette hyperstimulation. La mortalité est estimée à 1 pour 400 000 à 500 000 cycles de FIV. Donc, quels sont les facteurs de risque qui prédisent d'une hyper-réponse? Donc là, on a fait un petit tableau pour dire qu'il y a des éléments prédictifs primaires et des éléments prédictifs secondaires qui se voient au cours d'une stimulation. Donc les éléments prédictifs primaires concernent beaucoup plus l'âge jeune, moins de 30 ans, un faible BMI, les antécédents d'hyperstimulation, des ovaires polykystiques avec un CFA qui dépasse les 24 et un taux élevé d'AMH avec un cutoff estimé à 3,36 nanogrammes par ml. Pour ce qui est des facteurs de risque secondaires, donc c'est en cours de stimulation, quand le taux s'élève à plus de 3500 picogrammes, on pense qu'on est devant un risque d'hyperréponse ou bien une élévation rapide de l'œstradiol. Sinon, on peut suspecter ça devant un nombre de follicules qui dépasse les 24, surtout le jour du déclenchement, et un nombre de complexes cumulo-ovocytaires qui dépasse les 15. Donc là, je vais m'attarder sur un article original qui a présenté le cas d'une patiente jeune de 28 ans qui avait une AMH très basse, à 0,01. Et cette AMH a été contrôlée dans plusieurs laboratoires avec plusieurs techniques et ça a été toujours très basse, à 0,01. La particularité, c'est que échographiquement, elle avait des ovaires polykystiques. Donc, ils sont passés en FIV et on a recueilli 7 complexes cumulo-ovocytaires, dont 4 étaient matures et obtention de 3 blastos. 2 jours après la ponction, donc elle revient avec un syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Donc, c'est une hyperstimulation précoce et ils ont tout frisé. Elle a eu un TEC par la suite, une grossesse menée à terme et un accouchement. Donc pourquoi je me suis attardée là-dessus? Pour dire qu'il ne faut pas réellement regarder les facteurs 1 à 1, il faut beaucoup plus faire le couple CFA, compte follicule en trop, et AMH pour prédire de l'hyperréponse. Donc devant ces expositions au risque d'hyperréponse, comment peut-on prévenir? Donc là, encore une fois, il y a des préventions primaires et secondaires, et je vais étayer un à un. Donc, je commence par la metformine. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites, méta-analyses qui ont été faites dans ce sens, et les résultats sont contradictoires. La dose journalière proposée était de 1 comprimé à 2 comprimés par jour, et débutée 2 mois avant la stimulation. Donc, la finalité était que la metformine a sa place surtout chez les patientes qui ont des ovaires polykystiques et ça a montré qu'il y a une baisse de l'incidence de l'hyperstimulation à 63% devant ces patientes-là. Certaines études suggèrent qu'il n'y a pas de diminution de ce risque chez un phénotype particulier des patientes avec des ovaires polykystiques, notamment celles qui ne sont pas obèses et celles qui ont un ovaire polykystique échographique uniquement. Les inhibiteurs de l'aromatase ou l'étrozole, donc cette molécule-là a été proposée beaucoup plus pour son intérêt, vu qu'on sait que le létrozole diminue la production de l'oestrogène, et donc vu cette diminution-là, on a pensé que si on l'ajoute en cours d'une stimulation et notamment une FIV, on aura moins de risque d'hyperstimulation. Effectivement, il y a une petite étude qui a été faite dans ce sens, mais il faudra plus de méta-analyse là-dessus pour être uniciste.
Sinon, l'aspirine, 2 études randomisées ont été faites, aspirine versus placebo et association aspirine-corticoïde versus placebo. Et il y a une réduction de l'incidence T grade B, la dernière guideline de 2016. Pour les agonistes de la dopamine ou la cabergoline, donc généralement, elle commence le jour du déclenchement, à demi-comprimé par jour pendant 6 à 8 jours, et ça a été codifié grade A devant la diminution de l'incidence de cette hyperstimulation. Calcium et albumine. Donc il n'y a pas de données suffisantes côté grade B pour le calcium et grade C pour l'albumine. Donc il n'y a pas réellement un intérêt. Il y a quelques équipes qui continuent à donner de l'albumine devant les risques d'hyperstimulation. Donc il faut réellement peser le pour et le contre, surtout devant l'iatrogénicité de cette molécule. Donc comment faire? Que choisir en matière de gonadotrophine, de protocole, de déclenchement? Comment on peut remédier à cette hyper-réponse? Donc, toutes les études ont montré qu'il n'y a pas de différence significative sur le choix des gonadotrophines, que ce soit une gonadotrophine recombinante ou urinaire. Sinon, pour le protocole, est-ce qu'on choisit un step-up, un step-down, en sachant que le step-up, c'est on commence à donner de petites doses et on augmente petit à petit les doses de gonadotrophine. Le step-down, c'est commencer avec forte dose pour essayer de recruter dès le début les follicules, et par la suite, on commence à diminuer pour atteindre le but. Donc c'est généralement, on propose le step-up, step-down pour les inductions de premier et deuxième degré en vue d'un rapport ou bien d'une insémination derrière. Donc il y a une étude qui a été faite par Christian Maître qui a comparé protocole step-up low dose et step-down, et ça a montré qu'il y a moins de risque d'hyperstimulation, 5% versus 36% avec le protocole step-up, pour un taux cumulatif de grossesse qui est comparable, 38 versus 30%. Le choix du protocole antagoniste ou agoniste, donc la première méta-analyse de la Cochrane faite en 2006 a montré qu'il y a un risque diminué factoriel 3 avec le protocole antagoniste, mais il y a moins de taux de grossesse derrière. Là, c'est une autre étude chinoise qui a montré la même chose en fait, que le protocole antagoniste, on aura moins d'hyperstimulation. Avec le protocole agoniste, on a de meilleurs taux d'implantation et meilleurs taux de grossesse, mais il n'y a aucune différence significative sur le taux de naissance vivante, et ça paraît beaucoup plus intéressant. Donc, pour conclure par rapport à antag ou agoniste, donc la dernière guideline Cochrane de 2016 a montré qu'il faut opter beaucoup plus pour l'antagoniste, et ça réduit le risque d'hyperstimulation côté grade A. Je vais m'attarder juste par rapport au citrate de clomifène. Il y a les dernières études essayent de donner le citrate de clomifène les premiers jours de la stimulation en association avec la gonadotrophine. Ils essayent de diminuer le taux d'oestradiolémie pour éviter cette hyper-réponse. Et la dernière guideline 2016 montre qu'il n'y a pas encore un consensus là-dessus, et on ne peut pas diminuer réellement l'incidence avec le citrate de clomifène, donc ça reste aussi controversé. Donc cet article-là, c'est un article aussi, un case report sur 3 patientes chez qui on a commencé par un protocole agoniste, et puis on a switché sur un protocole antagoniste vu le risque élevé de l'hyper-réponse. Et donc cette attitude, elle semble non délétère pour le pronostic. D'ailleurs, je vais présenter un cas qui a été... c'est une patiente qui a été stimulée chez nous. Donc il s'agit d'une infertilité mixte, infertilité tubaire désovulation associée à une asténospermie modérée. Donc on a commencé avec un protocole agoniste à 225 unités de gonadotrophine, et on a opté de l'avoir un peu plus tôt, au 4e jour de stimulation, parce qu'elle avait des ovaires multifolliculaires. Et on a eu 489 d'oestradiolémie le 4e jour, avec MF de chaque côté, multifolliculaire de chaque côté. Il n'y a pas un vrai recrutement. Et donc là, on a opté par diminuer la dose à 150 unités, on l'a vu le 7e jour, et l'oestradiolémie est revenue à 1090. Et en parallèle, on n'avait pas de recrutement vrai. Bon, les follicules n'ont pas dépassé les 12-13. On dirait qu'on était au 5e jour de stimulation, et en fait, on a un taux élevé. Donc, on a préféré switcher sur le protocole antagoniste pour essayer de diminuer l'oestradiolémie et d'essayer d'arriver à une maturité avec des taux d'oestradiol un peu plus bas.
Donc, on l'a vu le 9e jour, le taux de stradiol était à 1290 et on est arrivé à avoir des follicules à 17, 18, 16 et 15. On a déclenché avec l'ovitrel et alors, on a pu obtenir 18 ovocytes au recueil, dont 12 étaient matures. Les 12 injectés ont donné 10 embryons, 10 zygotes, 10 embryons, et la culture prolongée a pu donner 5 blastocystes, dont un beau a été transféré et 4 vitrifiés sur 2 paillettes. Donc on a opté pour le 7, vu le risque de l'hyper-réponse. Elle a reçu les agonistes de la dopamine et là, elle est enceinte, sans une hyper-stimulation vraie derrière. Donc, je passe au costing. Donc, le costing, c'est de garder les doses d'agonistes et d'antagonistes et on arrête complètement l'apport des gonadotrophines. Donc, l'objectif de ce costing, c'est beaucoup plus éviter l'annulation du cycle ou bien la congélation de tous les embryons qui est par moment mal pris par les patients. Par rapport à ce costing, il n'y a pas de preuves suffisantes pour recommander afin de prévenir l'hyperstimulation. Sinon, quel moyen de déclenchement? Donc, il y a 2 attitudes pour essayer de diminuer ces risques-là. La première attitude, c'est de diminuer les doses d'ACG de moitié quand l'oestradiolémie dépasse les 3000. Et cette attitude n'affecte pas réellement les chances de grossesse. La deuxième attitude, et c'est l'attitude phare de nos jours, c'est de déclencher avec l'agoniste. Et on peut faire cette attitude-là que si on est déjà au début sur un protocole antagoniste. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir une sécrétion endogène de LH, reste problème de l'endomètre derrière. Donc pour soutenir cette phase lutéale, il y a 2 attitudes. La première, c'est de maintenir et d'optimiser cette phase lutéale en injectant l'ACG. Et on a eu de meilleurs taux avec cette attitude-là. Sinon, ça a été proposé la LH recombinante. Pour quelle raison? Parce que la durée de vie de la LH, au niveau de la LH recombinante, le Luveris, il est beaucoup moins que l'ACG, mais il n'y a pas de prévention de l'hyperstimulation derrière, il y a des taux de grossesse qui sont moindres. Alors, en dehors de cette complication grave, l'hyperstimulation, quel serait l'impact de l'hyperoestradiolémie? Est-ce que l'hyperoestradiolémie représente-t-elle en soi un risque d'échec en AMP? Eh bien, cette question a été soulevée depuis 1995 par Carlos Simon, qui remarque que les taux de grossesse sont significativement moins importants quand l'oestradiol est augmenté par rapport, donc il a reporté un taux de grossesse à 11%, quand l'oestradiol dépasse les 2500. Et de même, ultérieurement, en 2007, une autre équipe a retrouvé presque la même chose, un taux de grossesse significativement plus bas quand l'oestradiol augmente. Et puis, ultérieurement, une autre étude prospective randomisée qui a été publiée par Shapiro a montré que le taux de grossesse est significativement plus élevé quand on fait un transfert d'embryon congelé en dehors de toute stimulation par rapport à un transfert d'embryon frais. Alors, cette diapo, qu'est-ce qu'elle représente? À gauche, quand un taux d'oestradiol augmente, on a un taux de grossesse qui diminue. À droite, quand on fait un transfert en dehors de toute hyperoestradiolémie, le taux de grossesse s'améliore. Donc, on commence à réfléchir. Est-ce que la stimulation peut altérer les réponses ou bien peut diminuer les taux de grossesse? Eh bien, la stimulation ovarienne, étape indispensable pour la FIV, va entraîner une augmentation supraphysiologique de l'oestradiol qui s'accompagne par une augmentation prématurée de la progestérone. Donc, l'augmentation de l'oestradiol en fin de cycle va diminuer l'expression des récepteurs à l'œstrogène et va être associée à une augmentation en nombre et d'une façon prématurée de l'expression des récepteurs à la progestérone. Ainsi, l'excès de progestérone sécrété par les cellules de granulosa, couplé à la présence en nombre et d'une façon prématurée des récepteurs à la progestérone, vont avancer la fenêtre d'implantation qui va être à l'origine d'une asynchronisation endomètre-embryon et va exercer un effet néfaste sur l'implantation et par la suite une diminution du taux de grossesse. Donc on est en face d'un oestradiol qui, quand il augmente, il peut soit donner une hyperstimulation, soit il peut réduire les chances de grossesse. Avec l'arrivée de la vitrification comme méthode efficace qui permet d'avoir 95% de taux de survie ou plus,
D'ailleurs, cette méta-analyse montre largement la supériorité des résultats en termes de taux de naissance, taux d'implantation et taux de fausse couche en faveur de la congélation par vitrification par rapport au transfert d'embryons frais. Depuis, la vitrification n'est plus considérée comme une technique complémentaire au laboratoire. Au contraire, elle est depuis considérée comme une technique fondamentale pour mieux gérer et pour mieux maîtriser les problèmes des patientes en FIV. Alors donc, pour résumer la situation, on est en face d'une part d'une technique qui est la vitrification, qui est un outil performant, d'autre part d'un ostradiol qui pourrait agir sur l'endomètre et qui pourrait donner des hyperstimulations dans certaines situations. Donc c'est des lignes de preuve qui vont nous mener vers une nouvelle stratégie, à savoir tout friser et de ne rien transférer. C'est la segmentation qui a été proposée par Devroy dans le cadre d'un OHSS free clinique et qu'il propose de prendre en charge les patients qui pourraient faire une hyperstimulation sous forme de 3 segments. Le premier segment A, c'est stimuler en antagoniste, déclencher en agoniste. Le segment B, c'est de tout congeler et de ne rien transférer. Et puis, le transfert d'embryon congelé dans de meilleures situations qui se rapprochent plus à la physiologie ultérieurement. Et donc, à partir du segment A, on aurait évité l'hyperstimulation précoce en évitant de donner la CG exogène. En évitant de transférer et en tout congelant, on aurait évité l'OHSS tardive qui pourrait être due à un ACG endogène en cas d'une grossesse éventuelle. Mais la question se pose, oui, on a évité l'arrivée de l'hyperstimulation, mais est-ce qu'il y aurait un risque de diminution de grossesse, diminution de chance de grossesse chez ces patientes-là qui vont bénéficier du FLIS-OL? Eh bien, figurez-vous, le FLIS-OL ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1999, la première étude randomisée a été publiée par Ferrati où il a comparé les taux de grossesse en faisant un embryon frais par rapport à une cohorte de patients chez qui on a tout frisé au stade de zygote quand l'ostradiol dépasse les 1500. Et là, il trouve que le taux de grossesse est également le même. En revanche, il y avait 4 cas d'hyperstimulation dans le groupe frais versus aucun cas n'a été détecté quand on congèle tous les zygotes. Et bien, plus ultérieurement, une large étude randomisée très élégante qui comporte 1500 patientes OPK chez qui on avait comparé un groupe où on avait transféré 2 embryons à J3 et un autre groupe où on avait tout frisé. Et c'était la première étude qui avait pris comme primary outcome le live birth rate, c'est-à-dire le taux de naissance. Et là, il trouve que le taux de naissance est significativement plus important. Il y a 49% dans le groupe où on a tout frisé par rapport à 42% dans le groupe de fresh embryo transfer, bien que ce taux, il est bon. En plus, il y avait plus d'incidence d'hyperstimulation dans le groupe où, quand on avait transféré des embryons, avec 7% de patients qui avaient développé un syndrome d'hyperstimulation par rapport à 1% seulement quand on avait tout frisé. Et puis, en 2017, ces résultats ont été partiellement controversés. Parce que cette étude qui a été publiée par des Chinois avait comme but d'identifier les patients qui pourraient bénéficier du FLIS-OL. Donc, ils ont pris une cohorte de patients qui a été partagée en hyporépandeuses normaux et hyperrépandeuses. Et ils trouvent que bien que le clinical live birth rate est significativement plus important quand ils congèlent le tout par rapport au quand ils font un transfert d'embryon frais, eh bien, dans les groupes des hyperrépandeuses avec un nombre d'ovocytes qui dépasse les 15, eh bien, le clinical live birth rate était presque le même. Et puis, récemment, au mois d'octobre, il y a quelques jours, une large étude américaine qui a été publiée et qui a inclus 83 000 cycles de patients qui avaient un pool chez qui on avait transféré des embryons et d'autres non, où on avait fait tout congeler. Eh bien, cette étude montre que les résultats du FLIS-OL sont les meilleurs quand on fait des FLIS-OL chez des patients qui avaient plus que 15 follicules au recueil, avec un taux de naissance qui est à 52% dans le groupe du FLIS-OL par rapport à 48,9% par rapport aux patients chez qui on avait fait un transfert d'embryon.
Et en plus, une autre étude qui vient d'être publiée aussi, qui montre largement la supériorité des résultats en termes de freeze-all quand on fait une congélation, une vitrification et un transfert au 5e jour par rapport au 3e jour. Et donc, en faisant une vitrif et un transfert au stade de blastocyste, on arrive à avoir 66% de grossesse par rapport à 46,4% quand on fait une congélation et transfert d'embryon au stade J2 ou J3. Nous, on avait une petite expérience concernant le freeze-all. On avait démarré notre étude en 2016. On avait fait 66 freeze-all, dont 43 pour une hyper-réponse. 34 ont bénéficié d'un remplacement d'embryons congelés. Sur les 34, il y avait 3 qu'on n'arrivait pas à joindre, donc on tient 31 patients. Et sur les 31, 19 étaient positifs, ce qui, en termes de grossesse clinique, et 12 ont déjà eu une naissance, ce qui nous fait un taux de naissance à 38,7%. Et puis, on voulait comparer ce résultat par rapport aux hyperrépondeuses chez qui on avait fait un transfert. Et là, le taux de naissance chez les hyperrépondeuses était à 28%. Il est plus bas que chez les patientes où on avait tout frisé et transféré ultérieurement. À noter que 3 patientes ont développé un syndrome d'hyperstime quand on avait transféré chez les hyperrépondeuses versus aucun chez les freeze-all. Dans le cadre de la prévention de l'hyperstimulation, un guideline a été publié par un comité de la SRM, mais malheureusement, ce guideline a pris en considération une ancienne Cochrane revue, dont elle aussi n'a pris en compte qu'une seule étude, Ferrati qu'on avait vu tout à l'heure, et malheureusement, cette méta-analyse prouve qu'il n'y a pas suffisamment d'évidence pour utiliser le freeze-all comme méthode pour réduire l'hyperstimulation ovarienne. Et bien après, une autre Cochrane, une autre méta-analyse qui a été publiée en 2017, elle a pris en compte 4 études randomisées, dont 1900 patients. Malheureusement, ces études étaient de preuve de qualité modérée à faible à cause de graves risques de biais de méthodologie. Donc, et là, cette Cochrane conclut qu'il n'y a pas de différence au niveau du taux de naissance suivante entre la stratégie du freeze-all ou transfert d'embryon frais. En revanche, la prévalence d'hyperstimulation est significativement plus diminuée quand on fait le freeze-all par rapport au transfert d'embryon frais. Et on conclut que malgré les preuves de faible qualité, on suggère l'intérêt du freeze-all essentiellement dans les situations d'hyperstimulation. Donc là, on va présenter quelques cas cliniques. Donc on va présenter 2 cas cliniques. Le premier cas, il s'agit d'une patiente jeune de 28 ans qui était suivie pour une infertilité féminine, une désovulation avec un problème tubaire. Elle a eu un échec de 3 inséminations et on est passé en Fivixie. Donc on a commencé la stimulation avec 150 unités de gonadotrophine. Puis au 3e jour, on a diminué la dose à 112,5. Le 5e jour de la stimulation, on avait un oestradiol à 949. Donc on a introduit le cétrotide, on a diminué les taux de gonadotrophine et on l'a revu le 8e, 9e jour et le taux d'oestradiol était à 2194 avec multiples follicules de chaque côté. On a opté pour le protocole et déclenchement avec l'agoniste, le décapeptyle, et elle a eu la cabergoline. Et là, on avait recueilli 20 ovocytes, dont 13 étaient matures, micro-injectés les 13, 10 fécondés qui ont été mis en culture prolongée. On avait obtenu 3 blastocystes qui ont été congelés. Par la suite, on a replacé sur un cycle THS, traitement hormonal substitutif, et on a mis 2 embryons, 2 transférés, un était congelé et une grossesse gémellaire derrière. Et elle a déjà accouché de 2 petits garçons qui vont très bien. Le deuxième cas clinique, il s'agit d'une patiente africaine qui avait un utérus polymyémateux, une dysovulation et les paramètres spermatiques étaient normaux. Donc on a fait une FIV on a commencé avec un protocole agoniste vu le terrain polymyémateux.
Et on a opté à commencer par une dose de 225 unités. Et on a diminué au 3e jour à une ampoule de Pergoveris. Le 4e jour, on avait un taux d'ostradiol à 525 et il n'y avait que 3 follicules qui se distinguaient et plusieurs follicules derrière. Donc on a diminué les doses à 75 unités. On l'a revu au 8e jour, le taux d'ostradiol était à 2502. Et encore une fois, on a switché sur le protocole antagoniste parce que les follicules n'étaient pas, on n'a pas encore atteint la taille folliculaire. Le lendemain, on a eu un taux d'ostradiol à 1372, 150 unités. On a déclenché le lendemain, soit le 10e jour de stimulation avec le décapeptile, à 2 ampoules de décapeptile. Et on a opté pour une vitrification double pour d'abord l'hyper-réponse, mais aussi la mauvaise qualité endométriale typée A. Donc voilà, et au recueil, on avait commencé par l'ovaire droit, et la biologiste nous dit que la ponction était blanche et aucun follicule n'a été retrouvé. Donc là, on s'est arrêté, et on a gardé l'autre ovaire, et on a opté pour donner de l'eau vitrelle et la revoir 36 heures après pour ponctionner. Donc on a ponctionné l'autre ovaire et au recueil. On avait 7 ovocytes, dont 2 étaient matures au départ, puis finalement on avait micro-injecté 5 parce qu'il y a d'autres qui ont atteint leur maturation par la suite. Sur les 5, on avait 4 fécondés qui ont été mis en culture, 2 blastocystes qui ont été congelés en une paillette vitrifiée. Et pour le moment, on n'a pas encore fait de transfert. L'intérêt, c'était juste pour montrer que quand on fait un déclenchement par décapeptile, il faut que le biologiste déjà vérifie la première seringue, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une ponction blanche au départ. Après, nous, on dit que si c'est bon, il continue à faire sa ponction. Si c'est pas bon, on arrête, on donne le vitrel et on reponctionne par la suite. Mais il vaut mieux vitrifier dans ce cas, parce qu'on serait en asynchronisation par rapport aux 2 phases. Donc pour conclure, ce qu'il faut faire devant une hyper-réponse, c'est indiscutable, choisir le protocole antagoniste, déclencher avec l'agoniste. Et le but, dans ce cas-là, c'est d'avoir 0% de risque d'hyperstimulation. Et alors, bien que le transfert en IVF est une pratique courante, mais maintenant, le Freeze-All est recommandé comme une nouvelle stratégie pour les hyperstimulations. Il se repose essentiellement sur la vitrification comme technique de choix, bien que c'est une technique difficile à apprendre, très délicate, qui se base sur un laboratoire performant et une équipe de biologistes performants par la suite. Il ne faut pas oublier le coût qu'on engendre pour la patiente en congelant les embryons et en annulant le transfert, en le reportant pour plus tard. Le temps aussi qui en découle parce que le désir de grossesse va être retardé. Et bien sûr, il faut bien discuter avec le couple parce que leur abord parfois reste difficile en leur expliquant qu'il vaut mieux ne pas transférer, mais elle se dit que j'ai fait des injections, une ponction, une anesthésie. Elle veut l'enfant dans 2 semaines, elle veut une grossesse dans 2 semaines. Parfois, on a eu une réticence par rapport au couple et on n'oublie pas que notre objectif, c'est non seulement une grossesse, mais un bébé et une maman en bon état de santé, sans hyperstimulation. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci pour cette excellente présentation. On peut peut-être, oui, passer aux questions. Monsieur. Oui. Comment vous expliquez la ponction blanche après déclenchement par agoniste? Dans votre deuxième observation, je n'ai pas compris. Bon, le but du décapeptile, c'est d'entraîner une sécrétion endogène de la LH. Et dans ce cas-là, on commence le processus de l'ovulation. Et donc, pour certaines patientes, c'est pour ça que j'ai insisté, l'origine africaine, peut-être, c'est pas encore fondé, mais on se dit qu'il y a certaines patientes qui sont résistantes au déclenchement par l'agoniste, et donc il n'y a pas un pic suffisant pour entraîner et commencer le processus de l'ovulation. Donc certains aussi disent que peut-être qu'il faut donner 3 ampoules de décapeptile et non 2,
Donc on n'a pas encore d'études fondées là-dessus, mais il faut se mettre dans l'esprit qu'on peut passer à côté et qu'on peut être mené à avoir une ponction blanche. Je ne sais pas si il y a des moyens pour prévenir, est-ce qu'on va avoir une ponction blanche ou pas? Non. Pour prédire, non. Non, pour l'instant, non, mais il faut être vigilant là-dessus. Mais c'est des cas, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas classique, mais c'est juste pour le... Je peux vous répondre, Si Abd, à votre question. Ça ne m'a pas étonné qu'en 7 ans, il y ait une ponction blanche. Voilà pourquoi. Parce que si on désensibilise par le décapeptile, la désensibilisation, elle n'est pas transitoire. Oui. Elle continue pendant des jours et des jours. Exactement. Et c'est pour ça que si on désensibilise, si on utilise un protocole analogue, et on change en protocole antagoniste, vous risquez, le jour où vous déclenchez pas le décapeptile, que vous vous trouvez désensibilisé et puis le décapeptile n'agit pas. Et c'est pour ça que la première fois, vous n'avez pas eu d'ovocytes et la deuxième fois, lorsque vous avez donné de l'HCG, vous avez trouvé des ovocytes. Donc c'est ça l'explication. Oui, mais on n'a pas... déjà un deuxième cas qui a été présenté ici, et c'était un switch en cétrotide, et quand même on a déclenché avec le décapeptile. Oui, c'est ça, c'est que pour l'instant on ne peut pas être... il faut s'attendre à ce que la ponction soit blanche. Voilà, il faut se mettre à l'idée que... Voilà, ma question concernant les hyperstimulations avec un déclenchement par les analogues, j'ai vu que vous aviez donné la cabergoline. En principe, si on déclenche par l'analogue, il n'y a pas de raison pour donner la cabergoline. Par contre, si on déclenche avec un taux d'estradiol très élevé, le taux d'estradiol élevé, avec un déclenchement par l'analogue, il empêche l'hyperstimulation ovarienne, mais il n'empêche pas les complications thromboemboliques. Et je précise que même si on déclenche par l'analogue, il faut prévoir cette complication thromboembolique et donner de l'HPP. Ça, c'est important. Oui. Donc, pourquoi on a donné la cabergoline pour cette patiente-là? Parce que déjà, au cours de la ponction et en faisant la ponction, elle avait déjà de l'épanchement. Donc, l'hyperstimulation était là. Donc, du coup, on a quand même donné de la cabergoline. Donc, voilà, on n'est pas à l'abri quand même d'une hyperstimulation, même si on déclenche avec le décapeptile. Oui, le jour, oui, c'est exceptionnel, je suis d'accord, mais on ne peut pas être uniciste là-dessus. Chaque patiente ne répond pas de la même manière. Donc, voilà. Merci. Merci Salwa pour ta présence. Je ne te passerai pas le mien de toute façon. Ah, ça marche. Donc, en fait, docteur, pour la prévention de l'hyperstimulation, il y avait les recommandations de la SRM de 2016 où on essaie de multiplier les méthodes. Donc, c'est la cabergoline, du calcium, comme vous l'avez montré, Dr. Haloueni, dans votre présentation, et le déclenchement par l'agoniste. Avec le déclenchement par l'agoniste, on ne peut pas anéantir à 100% de risque d'hyperstim. Mais si on cumule les trois, on est presque à 0% d'hyperstim. Et pour le déclenchement par agoniste, il y a des papiers qui sont sortis, ça va être une présentation en tout cas dans la fin du congrès. Des facteurs prédictifs, c'est l'anorexie, les aménorrhées, les cycles irréguliers, et peut-être, on a parlé tout à l'heure, il faut commencer par doser la LH à 12 heures après le déclenchement. Si elle est inférieure à 15 unités, peut-être rattraper avec de la CG. Pardon? Et utiliser oui, avant pour le déclenchement par exactement. Et l'utilisation de la pilule le cycle précédent aussi. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur l'utilité du calcium dans la prévention? Parce que quel niveau de grade... si je donne la parole. Merci de me la demander d'abord et je lui donne la parole. En fait, parce qu'il y a une sécrétion de facteurs de VEGF par les vacuoles et une hyperperméabilité capillaire. Donc le fait de donner de calcium, ça peut un peu laisser les VEGF dans les vacuoles et ça va diminuer les risques d'hyperperméabilité capillaire. C'est ça l'utilité. C'est à la dose en tout cas, on donne des poches de 10% sur 250 ml de sérum phi, premier, deuxième et troisième jour. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions. Merci pour cette très belle présentation.